Alors, je vais présenter nos trois intervenantes. Je vais commencer par celle qui est le plus proche de nous et qui vient d'une université de notre terre, Marie-Noëlle Skurmans. Vous êtes docteur en sociologie de l'Université de Genève et titulaire d'un diplôme de l'Institut universitaire des études du développement. Je tenais à la citer parce que je l'aime beaucoup. Vous êtes spécialisé dans le domaine de la sociologie de la connaissance et de la formation des adultes. Vous êtes une toute jeune retraitée et professeure honoraire de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Vous êtes auteur de près de 130 publications et vous avez publié notamment 2 ouvrages aux presses universitaires de France, Le coup de foudre amoureux, essai de sociologie compréhensive, et Les solitudes, qui sont peut-être les 2 ouvrages auxquels on va plus toucher ce soir. Serge Chaumier, la femme de la soirée. Vous semblez avoir plusieurs vies scientifiques, parce qu'il y a différents sujets bien différents justement qui vous ont habité. Vous êtes aujourd'hui professeur des universités et chercheur à l'université d'Artois à Arras. Et vos recherches en muséologie et muséographie prennent une place conséquente parmi vos activités récentes. Vous avez beaucoup publié sur ce thème-là, mais également sur celui, et je viens de tracer organisation amoureuse suite à la conversation que nous avons eue. Vous avez beaucoup publié aussi sur le thème du couple et des modèles de couple. Et c'est ce qui va aussi monopoliser les réflexions qu'on va avoir ce soir. Vous avez publié 2 ouvrages sur ce sujet, La fission amoureuse, le nouvel art d'aimer, chez Bayard en 2004. Je tenais à dire qu'il a été traduit en espagnol et en polonais, je trouve ça intéressant. Et La déliaison amoureuse, de l'idéal de fusion au désir d'indépendance, aux éditions Armand Collin, et ça a été traduit en portugais. Actuellement, vous dirigez le MEM, Master Expo Muséographie, formation destinée à former des étudiants en formation initiale ou en formation continue dans le domaine de la muséologie et la muséographie. Oui, j'ai beaucoup peur de parler de vos vies personnelles, mais en tout cas, voilà, est-ce que... Oui, c'est parfait. Erika Flao, vous êtes sociologue, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université du Maine en France et auteur notamment de l'essai qui va nous intéresser ce soir et toute la réflexion qui va avec, Une vie à soi, nouvelle forme de solitude au féminin. D'ailleurs, sachez qu'il sera en vente pour les personnes qui sont intéressées à la fin de cette table ronde. Vous êtes auteur d'une thèse et de nombreux articles sur le thème des femmes seules. Vous avez exploré l'importance de ce phénomène dans l'histoire et surtout, vous l'avez mis en perspective au niveau de sa pertinence actuellement par rapport aux femmes seules. C'est ce dont nous parlerons aujourd'hui. Vous êtes très impliqué dans les études genre. Vous avez également écrit sur des thématiques liées à l'insertion professionnelle des femmes. Et plus récemment, il me semble que vous avez préfacé, il me semble que c'est la préface d'un ouvrage sur les femmes sans enfants. Charlotte de Best. Qui est de Charlotte de Best. Charlotte de Best. C'est là qu'on se rend compte que le micro... Si. Donc voilà pour la partie... Est-ce que c'est correct que vous aviez envie d'ajouter quelque chose à vous? Non, ça va très bien. Alors, on va, afin d'être tous et toutes à la même enseigne en termes de définition et de contexte, on va peut-être commencer par... On a presque donné un devoir à Marie-Noëlle à propos de la Sainte-Catherine, parce que, comme vous l'a dit Denise, nous, c'était une excuse calendaire. On savait qu'il y avait des chapeaux, on savait qu'il y avait 25 ans, elle voulait expliciter un peu plus. Mais on a dit à Marie-Noëlle, mais ce serait bien que quelqu'un introduise le sujet. Et grâce à nous, Marie-Noëlle a fait des recherches passionnantes. Donc, quelle est l'histoire de la Sainte-Catherine, pour démarrer? Oui, alors d'abord, je ne vois personne qui porte des chapeaux aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais bon. Alors effectivement, moi je connaissais Sainte-Catherine comme vous tous, les Catherinettes, etc., sans avoir beaucoup donné d'importance à cela jusque maintenant. Et je me suis un petit peu plongée, comme chacun d'entre nous, sur des petites recherches sur le net. Et j'ai découvert quelque chose effectivement tout à fait passionnant. Une ambivalence entre deux personnages de femmes, une qui s'appelle effectivement Catherine d'Alexandrie, mais une autre qui est beaucoup moins connue, mais qui va donner toute la perspective et l'explication de l'ambivalence liée au terme de célibat. Célibat conçu comme une incomplétude d'une part, célibat conçu comme une disponibilité et une indépendance d'autre part.
Donc, je vais vous en parler. Nous sommes aujourd'hui complètement porteurs de cette ambivalence. J'ai trouvé le témoignage remarquable. On voyait très très bien cette idée, les mots-clés qui figurent tous dans ce texte, cette idée de cette jeune fille qui éclate en sanglots, etc. L'autre, mais je voulais qu'elle rie, etc. Donc on voit bien ces valeurs contrastées qui nous mobilisent dans la façon dont nous pourrions nous situer face à la notion même de célibat ou à l'expérience du célibat. Alors je vais vous faire un petit récit. Donc il y a ces deux personnes, Catherine d'Alexandrie et Hypatie d'Alexandrie. Hypatie d'Alexandrie, elle vit à peu près au tournant 4e, 5e. Vous avez sans doute jamais entendu parler d'elle. Moi, je n'avais non plus pas beaucoup entendu parler d'elle. Mais elle est récupérée aujourd'hui, par exemple, par des mouvements anticléricaux, mais aussi par des mouvements féministes. Donc c'est quand même quelqu'un qui existe encore toujours aujourd'hui dans l'imaginaire des gens et qui sert donc aussi à valoriser certaines prises de position. Alors cette Hypatie, qui vit au tournant 4e, 5e, en fait c'est une femme décrite, son existence historique est avérée. On reconnaît les traces de ses productions intellectuelles dans l'histoire. C'est une femme qui est décrite comme très charismatique, belle, très intelligente et très formée en mathématiques et en philosophie essentiellement, etc. Et voilà, ce qui caractérise aussi son existence, c'est un célibat tout à fait revendiqué, motivé par un désir tout à fait clair d'autonomie, d'indépendance, de possibilité de mener une carrière intellectuelle dans ce 4e, 5e siècle. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à peu près à l'âge de 60 ans, on est vraiment à la fin de l'Antiquité, à la fin de l'hellénisme, la pensée, l'univers chrétien devient dominant, la pensée chrétienne devient vraiment de plus en plus installée, et cette pensée chrétienne a envie de mettre de l'ordre dans les existences des gens, et voit d'un très mauvais œil l'indépendance des femmes. Elles ne sont pas à leur place. Et donc, cette Hypatie qui représente cette indépendance est très mal vue, et elle se fait, au tournant d'un chemin, elle se fait attaquer, et elle se fait attaquer par une bande de moines. Donc, voilà, c'est pas des barbares, c'est des moines en goguette qui attaquent Hypatie, c'est important, là j'utilise vraiment les mots, qui lui enlève ses vêtements, rapport au corps, qui l'écorche vive avec des coquillages et des tessons de poterie, qui la coupe en morceaux, qui la démembre et qui la brûle. Donc pas mal comme agressivité vis-à-vis de ce personnage qui est bien sûr... voilà. Alors qu'est-ce qui se passe ? En gros, on n'entend plus tellement parler d'Hypatie, le christianisme devient dominant. Il se passe quelques siècles plus tard les croisades. Parce que, comme vous le savez, les croisades, sur 2 siècles se développent, et puis il y a des mouvements entre Orient et Occident. Et là, on va retrouver le personnage de Catherine d'Alexandrie, parce qu'on construit le personnage, il semble, il y a une hypothèse très forte, sur le fait que Catherine d'Alexandrie, elle, qui est située à peu près un siècle avant Hypatie d'Alexandrie, n'a en fait jamais existé. Et il semblerait que c'est la catholicité, donc reprenant le parallélisme de l'histoire d'Hypatie pour le projeter sur Catherine, qui construit ce personnage. Qui est Catherine dans ce récit ? Catherine est une jeune femme à cheval aussi entre 3e et 4e siècle. Elle est belle, intelligente, très cultivée. Elle est formée en philosophie, poésie, rhétorique. Elle vit au moment où il y a un peu plus de tension entre l'hellénisme et le christianisme émergent. Et voilà, elle tient tête à l'empereur Maxence. Elle tient tête pour dire, mais non, vous avez tort avec votre polythéisme. Il y a qu'un seul Dieu. Donc vous voyez déjà le discours
qui se construit probablement au XIIIe, XIVe siècle et qui, sur le parallélisme de ces profils de femmes, transforme les choses, voilà, pour mettre dans les bouches de Catherine un propos religieux. Et comme elle est très très belle, Maxence est perturbé, il souhaite l'épouser, et à ce moment-là, elle refuse en disant qu'elle est l'épouse du Christ. Donc là, c'est un célibat aussi. Un célibat, là, le parallélisme est en miroir, le célibat est différent, c'est pas pour l'indépendance, c'est un célibat religieux. Donc voilà, je suis l'épouse du Christ. Et voilà, Maxence ne supporte pas bien ça, il la dévait, il a le même rapport au corps, il la précipite dans un cachot, les anges la nourrissent, je la fais rapide, les anges la nourrissent, elle ressort en pleine forme, elle continue à s'adresser avec une rhétorique extraordinaire aux savants de l'époque, et Maxence est toujours aussi contrarié. Il lui propose de devenir de nouveau une deuxième fois, lui propose de devenir sa concubine, elle refuse pour les mêmes raisons, elle est l'épouse du Christ, et à ce moment-là, elle est très très fâchée, et il veut lui faire subir le supplice de la roue. Pareil, déchiqueter le corps avec des scies circulaires, quand même, le parallélisme est fort. Et la roue, les anges arrivent, la roue se casse. Troisième histoire, cette fois l'impératrice est à son tour convertie et tuée, donc il lui repropose encore une fois de devenir son épouse, cette fois non pas sa concubine mais son épouse, elle refuse à nouveau, et cette fois-ci elle se fait décapiter, et là les anges l'emportent et l'enterrent quelque part dans le Sinaï. Voilà pour les deux histoires, vous voyez le parallélisme, il est extraordinaire, et l'hypothèse forte de la reprise de ce personnage mal vu par la chrétienté d'Hypatie, la transformation en une Sainte Catherine, tous les ingrédients sont présents pour construire une image très ambivalente, non seulement du célibat, mais également de l'amour. L'amour-passion, c'est pas fait pour les gens. L'amour-passion, quand il est humain, c'est proche de l'animalité, c'est le désir bestial. L'amour-passion n'a de valeur que quand il est tourné vers Dieu. Et ce qui correspond au couple, quand ils ne sont pas, quand ils s'engagent dans une relation matrimoniale, c'est un amour amitié, c'est un amour pour la procréation, etc., etc. Donc voilà l'imaginaire qui nous est proposé, dont nous héritons, et au XVIe siècle se met, je termine sur ce point, c'est un peu long mais c'est trop passionnant, donc au XVIe siècle se met en œuvre le culte de Sainte Catherine, que vous connaissez, que vous avez rappelé déjà, les jeunes femmes plus de 25 ans, c'est très tard pour se marier, à cette époque. Et effectivement, elles vont prendre soin de la statue de Sainte Catherine, elles vont lisser et remplacer sa coiffe, nettoyer sa coiffe, et on leur dit, quand elles ont 25 ans, va coiffer Sainte Catherine. Et c'est après donc qu'elles-mêmes sont autorisées bien sûr d'implorer le mariage. Mieux vaut un bon mari bien sûr, mais mieux vaut un mari n'importe lequel plutôt que pas. C'est dans la prière, et à ce moment-là, par retournement de situation, elles deviennent aussi des porteuses de coiffe. Voilà d'où nous vient l'histoire. Alors voilà dont notre imaginaire est chargé. Je m'arrête. Non, mais surtout que c'est épatant parce que grâce à vous, on a l'air aussi pro avec la Sainte Catherine. Grâce à nous, vous en savez désormais plus sur la Sainte Catherine et son histoire. Et surtout, ce que je trouve très très intéressant, c'est qu'au-delà de la tradition chapeau, 25 ans, coiffer la Sainte Catherine, ça nous permet aussi de rebondir, et ça je me tourne aussi vers vous, Erika, par rapport à d'où vient ce rapport que la société d'aujourd'hui et l'histoire judéo-chrétienne a eu avec les femmes célibataires. Et peut-être avant de parler de femmes célibataires, on a parlé avant tout à l'heure ensemble de femmes célibataires, femmes seules, mais qu'est-ce qu'on entend par célibat? Peut-être de nous introduire ces définitions et puis de rebondir sur ce que disait Marie-Noël. D'accord. Alors pour ce qui est des éléments de définition, c'est vrai que si on prend le terme de célibat, c'est un terme très précis, c'est l'état civil, c'est l'état de toute personne qui n'est pas passée par l'institution du mariage. Donc aujourd'hui, quand on entend parler de célibat et quand on en parle là,
c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas seulement les personnes qui ne sont pas passées par l'institution du mariage. On entend souvent plutôt les personnes qui ne sont pas en couple officiel, établi, assuré, qui n'ont pas fondé une famille non plus. Donc ça, déjà rien que le terme célibat, entre la définition stricte et puis le sens commun d'aujourd'hui, et qui est notamment véhiculé par les médias, il y a un décalage qui peut être assez important. On entend aussi d'autres expressions qu'on peut mettre en relation qui font écho à ce terme de célibat, c'est celui de solitude, et je pense que vous en parlerez mieux que moi, mais qui est plus une expérience, un sentiment, de l'ordre du vécu. Quand on parle de femmes seules ou de personnes seules, on pense aussi famille monoparentale. Notamment dans les médias, encore une fois, les familles monoparentales sont souvent associées à des femmes seules. Une très grande majorité des familles monoparentales sont des femmes, mais des femmes avec enfants. Les enfants étant des personnes, ce ne sont quand même pas a priori des femmes seules au sens strict du terme, mais c'est souvent associé aussi. Il y a aussi beaucoup aujourd'hui cette notion d'absence de conjoint. Mais quand on est sociologue et qu'on essaye de travailler sur cette absence de conjoint, c'est extrêmement compliqué, parce que qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas avoir de conjoint ? Ça pose déjà la question de qu'est-ce que c'est qu'avoir un conjoint ? Est-ce qu'avoir un conjoint, c'est défini par la vie commune ou par une relation sexuelle régulière ? C'est deux choses différentes et qui peuvent ne pas être concomitantes. Donc c'est toujours compliqué. Pour ma part, les travaux que j'ai menés, les recherches que j'ai faites, c'était sur un sujet bien précis qui recoupe un peu tout ça, et tout en étant à la fois différent. C'est les personnes qui habitent seules, qui occupent seules leur logement. Le fait d'habiter seul, pour moi, le point de départ, c'était la question du rapport au temps et le rapport à l'espace. Sachant que dans une famille, dans un contexte familial, en général, les femmes ont rarement un espace à elles et du temps à elles. Je ne considère pas la cuisine comme l'espace des femmes. En tout cas, ce n'est pas un espace pour elles. Donc, voilà, c'était ça mon point de départ. Et du coup, ce dont moi je vais pouvoir vous parler davantage, c'est les femmes qui habitent seules et qui donc peuvent avoir tous les statuts matrimoniaux. Elles peuvent être célibataires, mais elles peuvent aussi être veuves, divorcées, même mariées, mais non cohabitantes. Elles peuvent être mères avec des enfants qui sont adultes et qui sont partis, ou ne pas être mères. Voilà, donc elles peuvent par moments ressentir de la solitude, ne pas en ressentir du tout. Elles peuvent avoir un conjoint, une vie sexuelle ou pas du tout. C'est très varié. Donc le langage courant amalgame beaucoup de choses. Et souvent, il faut faire attention à ce qu'on met derrière. C'est notamment le cas dans les articles de presse qu'on peut lire. Pour revenir sur la question de l'histoire, de l'historique, bien entendu, le célibat au sens de ne pas être marié a toujours existé dans toutes les sociétés. Il existe partout et dans toutes les sociétés. Je vais en rester plutôt à nos sociétés occidentales, mais ce qu'on peut constater, c'est que même s'il existe toujours, pendant très très longtemps, je dirais, à part des exceptions jusqu'au XIXe siècle, même la fin du XIXe siècle, les femmes célibataires, ne sont pas pour autant des femmes seules. Les femmes qui ne sont pas mariées, elles sont soit dans des institutions, elles sont dans un couvent, soit elles sont au service de leur famille, mais elles sont toujours prises en charge par leur famille, par le clan, par la communauté. Donc le célibat, pendant très très longtemps, ne signifie absolument pas la possibilité d'habiter seul et d'avoir cette individuation, cette autonomie de vie. Pour les hommes, c'est un petit peu jusqu'au XIXe siècle, le fait d'habiter seul, c'est pas concevable. Je reste plutôt sur les femmes parce que c'est ce que j'ai le plus travaillé, et Serge Chaumier pourra éventuellement compléter. Si on regarde très rapidement les grandes tranches historiques, finalement, entre 16e et 18e siècle, les femmes seules, la femme seule déroge à son rôle social et donc n'est pas envisageable
elle ne remplit pas son rôle dans la société. C'est la raison pour laquelle elle est encadrée et elle n'a pas de toute façon d'individualité et d'autonomie suffisante pour être de statut social qui lui permet d'habiter seule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de célibat. Au XVIIIe et au XIXe siècle, la Révolution française a finalement entériné la place des femmes dans la famille et dans l'espace privé. Et les médecins, avec le développement de la médecine, en rajoutent une couche et finalement vont beaucoup réfléchir sur le corps des femmes et l'utilité du corps des femmes et les mystères du corps des femmes. Et du coup, on arrive à un discours qui renforce cette impossibilité de la conception du célibat et de la vie solitaire, puisque là, les femmes seules dérogent non seulement à leur rôle social, mais aussi à leur nature. La femme, il y a tout un discours au XIXe siècle, et notamment de ces nouveaux médecins, disant que la femme n'est pas faite pour vivre seule, elle est faite évidemment pour faire des enfants, et elle n'est pas faite, rien dans sa nature ne la conduit et ne la prédispose à pouvoir vivre seule. Donc, on a vraiment tout un discours qui se construit. Et le discours, finalement, peut être résumé au XIXe siècle. C'est très clairement l'idée que la femme seule est à la fois en danger et un danger. C'est vraiment les deux versants. On est sur au XIXe siècle, on a une idéologie familialiste qui se développe beaucoup aussi, et le modèle normatif de la femme au foyer va encore renforcer cette idée et cette association systématique de la femme au couple, à la famille, et cette impossibilité de penser la femme en dehors du couple et de la maternité. Pourtant, on peut quand même aussi, si j'ai encore une minute, regarder que dans ce 19e siècle, et notamment la deuxième partie du 19e siècle, il y a un côté paradoxal, c'est que les femmes célibataires, puisqu'il y en a quand même, et notamment avant qu'elles ne se marient et qu'elles fondent une famille, les jeunes femmes célibataires sont un roulage très important du développement économique de la société. Notamment, elles vont être employées dans toutes sortes de domaines, la domesticité d'une part, ça c'est très important pour les femmes des milieux populaires, et on demande la plupart du temps à ce que les domestiques elles soient célibataires, elles n'ont pas à être mariées. Et puis il y a le développement de toute une série de services et de nouveaux métiers, les grands magasins, les assistantes sociales, les infirmières, les institutrices, et dans tous ces métiers-là, on demande, c'est parfois une obligation pour accéder au travail, que les femmes ne soient pas mariées. Donc on utilise le célibat, la société utilise le célibat des femmes pour se développer, mais en même temps, ça ne peut être qu'un célibat temporaire. On utilise les jeunes femmes, et puis dès qu'elles sont mariées, elles n'ont plus accès à ces emplois. Mais c'est aussi une période où justement un certain nombre de femmes utilisent leur nouvel accès à ces métiers qui se développent pour penser un peu différemment. Et si elles sont dans cette deuxième moitié du 19e siècle un peu obligées justement par la norme sociale de choisir entre famille ou travail, certaines vont faire le choix du travail, et certaines vont aussi revendiquer la possibilité d'avoir les deux statuts, à la fois les deux volets, la famille et le travail. Voilà peut-être. Oui, et peut-être, alors ça fait aussi le lien quand vous dites entre vie de famille, vie professionnelle, ça c'est quelque chose que retrouvent aujourd'hui les femmes beaucoup, mais dans votre historique et par rapport à l'étude que vous avez faite, aujourd'hui, quel est le rapport de la société à ces femmes seules que vous avez décrit et dont on va parler encore ce soir? Alors, le rapport aujourd'hui, moi je l'ai analysé essentiellement à travers un média qui me semble à la fois un bon miroir de ce qu'est la société, mais aussi qui contribue à produire ce rapport et ces représentations, c'est la presse. Et la presse, j'avais fait une analyse des articles de presse sur un siècle, à peu près tout le XXe siècle et jusqu'aux années 2005-2010. Et là, le constat est quand même assez stable, je dirais. On a une évolution très importante dans la façon d'aborder les choses, et notamment dans les titres de la presse, parce que surtout
tout le XXe siècle jusqu'aux années 80, on a un discours quand même très misérabiliste. On oscille entre la crainte des femmes seules et la plainte des femmes seules. On les plaint et on les craint. Enfin, on a toute cette oscillation, mais c'est toujours une vision misérabiliste et négative. Et à partir des années 80-90, on a un discours de surface sur les célibatantes, sur les Wonder Woman, sur ces nouvelles femmes qui peuvent tout concilier. Mais quand on regarde vraiment, et j'ai épluché beaucoup d'articles, le contenu des articles qui se développent et qui se déclinent, et bien finalement, les choses sont présentées effectivement différemment, mais le discours de fond reste le même. On a toujours sur ces articles une vision assez misérabiliste. Ce qui ressort aussi, de façon assez importante, c'est la peur de l'indifférenciation. Le fait que les femmes vivent seules, au-delà des amalgames qui sont souvent faits dans ces articles, mais finalement la figure de la femme seule continue de faire peur, et notamment faire peur par la peur d'une indifférenciation entre le masculin et le féminin. Si les femmes sont suffisamment autonomes pour exercer les mêmes métiers que les hommes, pour avoir les mêmes vies sociales que les hommes, pour avoir des vies multiples d'engagement politique, associatif, professionnel, et ne plus être centrées sur les rôles maternels, familiaux, eh bien, qu'est-ce qui va distinguer les hommes des femmes, et où va la société si on ne peut plus savoir précisément ça c'est un homme, ça c'est une femme. Donc ça c'est quelque chose qui reste prégnant, même si c'est enveloppé dans des pactages un peu différents et qui s'adaptent au goût du jour, je dirais. Merci Annika. Alors Serge Chaumier, peut-être rebondir à deux niveaux. On parlait aussi tout à l'heure, quand on parlait de cette soirée, avec vous aussi l'historique des célibataires. Erika a appuyé surtout les femmes, mais aussi la Sainte-Catherine a appuyé les femmes. Peut-être qu'est-ce que vous avez à en ajouter sur le rapport historique au célibat, et tout en faisant un parallèle déjà sur le couple. Oui, peut-être, je pense à certaines choses là, en écoutant précédemment les deux interventions. En fait, je crois qu'il y a quelque chose qui a été structurant ou fortement comme ça dans les imaginaires occidentaux, je dirais depuis l'Antiquité, c'est l'idée que la norme c'est le couple, et que d'une certaine manière une vie réussie, une vie normale, etc. C'est une vie en couple. Alors ça remonte, je dirais, on pourrait évidemment beaucoup, la chrétienté l'a beaucoup mis en forme, mais on pourrait remonter avant cela dans l'Antiquité au mythe d'Aristophane, qui nous fait croire d'une certaine manière qu'on est tous amenés à trouver un ou une partenaire qui nous corresponde, qui soit le complément de sa moitié perdue, et avec lequel on va pouvoir reconstituer une unité. Et donc l'être complet, c'est l'être finalement qui a trouvé sa moitié perdue et qui reconstitue une unité. Donc ça, je dirais que c'est dans le mythe d'Aristophane, mais on trouve dans le Conseil de Platon, etc. Mais cet imaginaire-là, je dirais qu'il est colporté comme étant la norme qui devrait s'appliquer à tout le monde. Et donc, à partir de là, je dirais qu'on a une sorte de figure en creux du célibat, c'est-à-dire que ceux qui ne rentrent pas dans ces cases-là, comme vous le disiez, sont soit du côté du hors-norme, ou de quelque chose, d'un statut spécifique, et qui est soit valorisé, soit dévalorisé. Alors, valorisé, d'une certaine manière, et ça on le retrouve dans les sociétés traditionnelles, souvent le célibataire, celui qui reste seul, c'est celui qui a une position spécifique, qui va être le sorcier, le prêtre, la personne qui a des pouvoirs, ou qui a un statut spécifique dans la société. Et donc on a ça, on pourrait dire que le célibat d'un côté, de ce côté-là, il est plutôt perçu comme étant positif, mais il est plutôt destiné aux hommes, pour répondre à votre question. Et donc, et dans les cas religieux, on voit bien que finalement, il y a quelque chose qui est étonnant, puisque jusque dans l'an 1000, 1100,
finalement, les prêtres, par exemple, vivent en couple, sont mariés, ont des femmes, des enfants, etc., les évêques, etc. On a des évêques du Mans, par exemple, qui est marié, qui a des enfants. Et c'est à l'époque, finalement, en 1000-1100, qu'on va réserver, qu'on va dire que les prêtres doivent plus se marier, doivent être célibataires, ils doivent pas avoir. Alors, il y a tout derrière aussi de refoulement de la sexualité qui est derrière, etc. Mais on crée un statut spécifique qui va être plutôt là réservé à certains. Pour les religieuses, c'est vrai qu'on insiste plus sur le fait qu'elles sont des épouses du Christ, et donc il y a bien mariage, quelque part. Bon, donc, mais en tout cas, de façon plus scindée, comme ça, on peut dire qu'à l'inverse de cela, il y a un statut qui est au contraire dévalorisé, qui est la personne qui n'arrive pas à se marier, quoi. C'est-à-dire que celle qui est rejetée dans l'échec d'une relation considérée comme étant la relation normale, qui donc veut dire une relation où l'individu devrait s'épanouir, ou en tout cas où on fait croire que ça serait la bonne façon de s'épanouir. Et donc ceux qui n'y arrivent pas, ou ceux qui n'y ont pas accès, finalement, sont mis au banc. Donc on évoquait la question des femmes qui effectivement sont projetées du côté des femmes de mauvaise vie, par exemple. Hein, on a souvent évoqué ou rattaché la question de la femme célibataire à la femme de mauvaise vie, ou si on met à l'écart effectivement les religieuses. Et puis pour les hommes aussi, c'est un statut qui pendant longtemps est connoté comme quelque chose de dangereux, hein, et particulièrement au XIXe siècle. Alors c'est tout à fait vrai que pendant tout ce temps-là, les célibataires ne vivent pas seuls, hein, ça, je trouve ça très important de rappeler qu'effectivement c'est une grosse différence avec peut-être notre période contemporaine. Mais en tout cas, le célibataire, dans l'imaginaire, et notamment l'imaginaire du XIXe siècle, c'est quelqu'un qui est dangereux parce qu'il est potentiellement quelqu'un qui menace l'ordre conjugal, l'ordre institué de la famille stable, qui doit être le fondement de la société, qui doit être la norme pour tous. Et donc, on a des textes comme ça qui sont assez amusants d'ailleurs à lire aujourd'hui. Quand on pense à Balzac, par exemple, dans la physiologie du mariage, il décrit, il conseille tout à fait qu'il ne faut pas inviter d'un homme seul chez soi parce qu'il risque de séduire la maîtresse de maison. Et donc, c'est tout à fait dangereux de fréquenter des célibataires. Donc, les célibataires sont effectivement soit des jeunes qui ne sont pas encore en âge de se marier, qui peuvent affirmer de vie plus débridée, enfin tout cet imaginaire aussi d'une sexualité débordante, non canalisée, etc. Ou alors au contraire de gens qui sont en échec par rapport à ça, par rapport à cette sexualité conjugale, etc. Donc voilà, donc ce statut du célibataire, je pense que ce qui est intéressant peut-être de noter pour ne pas être trop long, mais c'est qu'on a une désinflexion, des changements, des métamorphoses, que finalement la façon dont on le regarde aujourd'hui correspond certainement pas à celle qui était ne serait-ce qu'au XIXe siècle, et a fortiori sur les périodes antérieures. Et puis aussi des choses qui sont compliquées à décrypter, parce que j'ai bien aimé quand vous rappeliez au début la question, plutôt la définition du célibataire en disant c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Finalement, juridiquement, dans la définition, ça amène à d'autres complexités, puisque finalement on a eu un certain nombre de gens dans certains milieux sociaux qui pouvaient vivre en couple sans être mariés, et donc ils vivaient sous le mode du concubinage. C'était particulièrement vrai dans le milieu ouvrier, par exemple, au XIXe siècle, parce que c'était trop cher de se marier, donc on vivait ensemble sans se marier pendant très longtemps. Et donc à ce moment-là, est-ce qu'ils étaient célibataires dans cette définition-là? On voit bien que là, à ce moment-là, les choses se complexifient. Dans la lecture, pour nous, c'est pas a priori ce qu'on imaginerait être
rentrer dans la définition du célibataire. On se dirait ils étaient concubins, ils étaient en couple, etc. Ils n'étaient pas mariés. Donc voilà, donc peut-être pas sur cette partie plus historique. Et juste avant parce qu'après je pense que c'est intéressant aussi de faire le lien. Là on a parlé du lien de la société au célibat des femmes, au célibat des hommes, mais ce serait intéressant aussi de faire le lien par rapport à est-ce que ce rapport au célibat est le même, il y a des liens avec le rapport à la solitude. Mais avant de vous donner la parole par rapport à cette question de solitude, Marie-Laure, je voulais juste revenir sur un élément dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est pour vous ce rapport au célibat aujourd'hui et le rapport au couple, vous parliez de quelque chose de plus poreux. Au fond, aujourd'hui, de votre observation, ça ne se définit plus d'un côté ou de l'autre. Peut-être en dire un peu plus à ce sujet. Oui, c'est voilà ce qui me paraît peut-être le plus dans les transformations, dans les mutations que l'on vit dans nos sociétés depuis une trentaine d'années. On peut dire que il me semble que finalement on a très souvent tendance à raisonner avec des catégories ou avec des choses qui sont très binaires ou très scindées, du style le couple, le mode de vie célibataire, ou l'homosexualité, l'hétérosexualité, ou la question de... et en fait, il me semble que ce qui caractérise peut-être l'évolution des formes conjugales aujourd'hui, c'est d'être de plus en plus dans des situations de porosité, de transformation, de transformation comme ça en chaîne, qui fait que d'une certaine manière on peut avoir des modes de vie qui correspondent à l'un et à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est ni en couple ni célibataire, mais qu'on va pouvoir à certains moments de sa vie vivre en couple, à certains moments vivre sur le mode célibataire, mais même, je dirais, presque dans la journée, on peut avoir à certains moments une rencontre ou un partage avec la personne avec qui on vit, et puis à d'autres moments vivre de façon sous le format de ce qu'on imaginerait être la vie célibataire, ou en tout cas voilà. Et donc dans des périodes de temps, on peut alterner les modes de vie, ou en tout cas ce qui peut être associé à ces modes de vie, et donc avoir des enchaînements comme ça de transformation. À la fois au cours de sa vie. Aujourd'hui, on n'est pas célibataire, je veux dire forcément à plein temps tout le temps, c'est-à-dire qu'on peut être pendant une période célibataire, puis après en couple, puis à nouveau célibataire, puis après en couple, etc. Et puis je dirais que les modes de vie des couples, c'est peut-être ça aussi qui moi m'intéresse, c'est que les modes de vie des couples peut-être aujourd'hui aspirent d'une certaine manière à intégrer un certain nombre de valeurs qui auraient été connotées au mode de vie célibataire, à savoir plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus de capacité d'affirmer des moments de liberté, des moments de vie sans l'autre, etc. Et donc, voilà, donc peut-être que les couples ont envie d'intégrer davantage de phases, de moments de vie de célibataire à l'intérieur de leur couple, et on pourrait dire en figure inversée que un certain nombre de célibataires aussi vont effectivement partager à un moment donné, paraître comme ça socialement célibataire, mais en réalité parfois avoir des liaisons suivies avec un certain nombre avec une personne ou avec plusieurs personnes, etc. Et pas forcément être dans le 100% célibat qu'on veut bien. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être plus un mode de vie 100% célibataire ou 100% c'est binaire dont vous parliez au départ. Merci. Je voulais juste, vous vouliez rebondir sur le... Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à cette notion aujourd'hui de célibat. Il me semble que quand on parle de célibataire dans ce sens commun, on pense jeune, et on pense personne d'un âge actif, je dirais. Alors qu'il ne faut pas oublier, moi encore une fois je reviens sur les femmes, mais sur les femmes qui habitent seules, les 2/3 ont plus de 60 ans. Et c'est aussi un mode de vie, mais c'est une population à laquelle on ne pense pas, qu'on ne voit pas et qu'on ne pense pas. Et c'est important de le dire. Et alors, peut-être... Ah non, vous êtes moi. Désolée. Je vais garder cette pensée pour plus tard, mais comme on a un temps réduit, je me permets. Oui, et après, je pense que ça sera... Et après, on reviendra aussi sur le pourquoi du comment aussi. De notre côté, on était intéressés
à vous faire parler davantage des personnes qui sont entre 35 et 40 ans et qui sont encore avec une pression qui est peut-être différente de la pression qu'on peut vivre quand on a déjà fait des enfants ou répondu à la norme. Après, peut-être qu'on a... on verra si c'est une perception ou si vraiment on vous fiche un peu plus la paix à ce moment-là. Mais avant de partir là-dessus, Marie-Noëlle, je voulais vous questionner par rapport à ce lien que nous, on avait envie de faire entre la perception de la société, mais aussi la perception personnelle et intime des personnes au célibat et le rapport de la société et des individus à la solitude. Est-ce que, il y a des liens dans ce que... Oui, alors c'est vrai, donc juste pour faire le lien entre nos propres interventions, donc on a bien vu combien les définitions des démographes, elles sont à visée statistique et elles sont à visée simplificatrice, ça c'est une chose. On voit bien combien les définitions des sociologues perçoivent cette complexité, essayent de construire des catégories différentes et s'affrontent à cette difficulté de définition. Et puis on voit bien aussi, on a mentionné, mes collègues ont aussi mentionné les deux, la notion de sens commun, c'est-à-dire ce qui vient dans nos têtes quand on utilise les mots. Et effectivement, pour aller au cœur de votre question, la négativité ou la positivité du célibat, son lien ou non avec une image négative de la solitude, se construit largement sous le regard des autres. J'entends par là qu'il y a, pour prendre votre exemple au sens le plus... vous parliez prenons l'image d'une femme de 30 ans qui est active, etc., mais auprès de laquelle les pressions se font de façon insidieuse ou moins insidieuse, de plus en plus fréquente et nette. Il y a un discours, et quand tu te maries, est-ce que tu as pensé à, ou bien tu as rencontré quelqu'un, ce discours ambiant, et cette personne, on peut l'imaginer défendre la positivité de sa situation en disant mais enfin moi foutez-moi la paix, je suis indépendante, libre, intéressée, contente, etc. Et elle va donc au fil du temps être plongée dans la nécessité de défendre de plus en plus fortement sa propre définition de la situation face à des injonctions externes qui lui proposent, de façon encore une fois plus ou moins insidieuse, d'autres définitions de la situation. Et elle va à ce moment-là produire un jugement, est-ce que c'est normal pour finir, est-ce que je suis seule ou pas, qui va se tisser, se conjuguer avec les définitions des autres que lui renvoient les autres d'eux-mêmes, et sa position volontaire, fière d'être seule, etc., va devenir de plus en plus difficile à tenir. Donc, autrement dit, elle va être colonisée par le discours ambiant. Et donc, à ce moment-là, peut-être, ou peut-être pas, mais le plus souvent, oui, la causalité de cette situation qui est la sienne va être caractérisée de plus en plus par l'idée d'une anormalité, comme vous disiez, ou par un manque. Et un manque implique l'idée à ce moment-là aussi de réparer ce manque, de devoir réparer ce manque, de devoir combler ce manque. Et à ce moment-là, la disponibilité du diagnostic de solitude est là. C'est-à-dire que je vais pouvoir, et on voit à travers ce glissement et cette colonisation par la définition de la situation de l'univers ambiant, la colonisation de sa propre définition de la situation, combien le thème de la solitude va progressivement devenir présent, devenir dominant, et on assortit à ce moment-là solitude avec manque et avec célibat. C'est juste pour m'assurer, parce que vous avez parlé de femmes, est-ce que vous avez observé la même chose du côté des hommes? Parce que là, vous donniez un exemple très spécifique de femmes, est-ce la même chose au niveau des hommes? Alors, je n'ai pas perçu dans le matériel, un matériel abondant de plus de 300 entretiens longs, presque 400, composés à part égale, etc., d'hommes et de femmes, de différences flagrantes entre les types d'expériences de solitude que racontent les personnes masculines et les personnes féminines. À une différence près, et elle est vraiment intéressante,
parce que j'ai appelé ça la solitude, ou enfin, le modèle des solitudes défensives. Et en fait, nous, on a des simplifications. Vous en parliez aussi, des dualismes, des simplifications de la pensée. Et donc, on a sorti la solitude avec le fait d'être seul, de vivre seul. Et en fait, la solitude défensive, c'est la seule catégorie d'expérience de solitude qui est plus caractérisée par l'expérience féminine. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit la plupart du temps de femmes qui ont dans la quarantaine, qui vivent avec des enfants, un mari, des vieux parents à soigner, une profession de service, on parlait des professions plutôt infirmières, assistantes sociales, etc., qui sont encore les professions dominantes dans l'univers féminin. Donc ils sont tout sauf apparemment seuls. Hein, et donc, qui néanmoins ressentent de façon honteuse, ça c'est la solitude honteuse, un sentiment de solitude indicible, parce qu'extrêmement culpabilisant. Les gens vont dire, mais elle est dépressive, hein, elle est bizarre. Et donc il y a aussi une impossibilité de dire. Et ça, c'est une solitude qui est caractérisée par un déséquilibre de l'échange. C'est-à-dire ce sont des personnes, hein, enfants, parents, conjoints, professions de service, qui donnent énormément et qui ressentent la solitude. Pourquoi ? Parce que la clé de ce diagnostic, c'est de ne pas recevoir aussi, au moins à la même proportion, hein, sur un temps suffisamment long. Donc, de plus en plus, la notion de déséquilibre apparaît, et donc de plus en plus émerge ce sentiment d'être seul au milieu des autres. Peut-être, merci Marie-Noëlle, peut-être Erika, sur ce point de vue-là, du vécu de solitude des femmes seules ou du choix de solitude, peut-être pourriez-vous rebondir aussi, parce que j'aimais bien les exemples que vous m'avez donnés de ces deux femmes qui ont estimé que les 30 ans qu'elles ont passés en couple étaient une parenthèse dans leur solitude. Oui, moi j'ai aussi rencontré, alors moins, mais j'ai rencontré un grand nombre de femmes qui habitaient seules, hein, comme je vous l'ai dit, et qui avaient des situations très variées, qui avaient des âges aussi très variés. Et donc j'ai rencontré des femmes qui vivaient seules mais qui le subissaient, qui ne l'avaient pas choisi et qui continuaient parfois longtemps après de le subir et de considérer que ce n'était pas la vie qu'elles avaient choisie. Des femmes qui ne l'avaient pas choisi initialement mais que j'ai appelées des femmes en marche, qui elles, au fil du temps, avaient perçu un certain nombre d'aspects positifs à cette situation et qui s'appropriaient progressivement cette situation et n'en changeraient plus éventuellement si elles en avaient l'occasion. Et puis aussi des femmes qui, elles, que j'ai appelées les apostates du conjugal, des personnes qui se sont éloignées délibérément d'une pratique sociale majoritaire qui est celle du couple. Et parmi ces apostates du conjugal, j'ai rencontré un certain nombre de femmes, et notamment deux auxquelles je faisais référence. Ces femmes-là, je les ai rencontrées, elles étaient déjà relativement âgées, mais c'était des femmes qui avaient fait le choix très jeunes de vivre seules, de ne pas se marier, de ne pas avoir une vie normée et normale de femmes de leur époque, parce qu'elles avaient d'autres choix de vie, d'autres ambitions artistiques ou intellectuelles, et qui, parce qu'elles se sont trouvées à un moment historique qui a eu une grande influence sur leur vie, la guerre, en l'occurrence la Deuxième Guerre mondiale, les a obligées à se marier pour des raisons de nationalité, pour des raisons diverses, et qui l'une me disait effectivement, elles étaient veuves toutes les deux quand je les ai rencontrées, depuis plusieurs années. Et l'une m'a dit, mais finalement, j'avais fait le choix, j'étais pas une femme à mari, j'étais pas une femme à amant et autonome, j'ai été obligée de me marier, mais ça a été une parenthèse dans ma vie. Et c'était une parenthèse de 30 ans, et à partir du moment, l'une comme l'autre, elles avaient des parcours un peu parallèles, l'une comme l'autre, à partir du moment où elles ont été veuves, elles n'ont plus jamais repris un mari. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas eu une vie sexuelle ou une vie sociale, encore moins. Elles étaient loin d'être isolées, loin d'être seules, de se sentir seules, mais elles avaient renoué finalement avec leur choix de départ, qui était d'autant plus difficile à faire qu'on était à une époque où la norme était plus prégnante et plus forte qu'aujourd'hui. Elle ne peut l'être pour les jeunes générations. Mais vous disiez aussi que maintenant que la norme est peut-être
moins forte dans le sens où des choix de différentes vies sont davantage possibles dans nos sociétés, vous n'avez malgré tout pas rencontré de jeunes femmes qui semblaient faire les mêmes choix. Alors, j'avais un échantillon qui n'était pas suffisamment important pour que j'ai aussi tous les cas de figure, même si je commençais à avoir des choses redondantes. Mais j'avais fait aussi le choix, c'est important, justement, de ne pas interroger des personnes trop jeunes. Donc j'avais 30, ma limite d'âge inférieure c'était 30 ans, parce que justement je ne voulais pas avoir des jeunes femmes qui étaient dans l'euphorie de la première indépendance, quand on a quitté les parents, mais des jeunes femmes qui avaient déjà une petite expérience de vie, quelle qu'elle soit, professionnelle, amoureuse, éventuellement conjugale, mais qui était terminée ou qui n'était pas cohabitante. Donc c'est aussi à cette lumière-là qu'il faut entendre ça. Disons que mon constat, c'était que plus je m'intéressais aux jeunes et plus objectivement elles avaient des moyens de choisir de vivre seule. C'était plus facile pour quelqu'un qui en 95 avait 30 ans que pour quelqu'un qui avait 30 ans en 40 de choisir ce mode de vie. Mais finalement, si je comparais, celles qui avaient 30 ans, quand je les ai interrogées, n'avaient pas plus que celles qui avaient 30 ans des décennies avant choisi de vivre seules. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas qui le choisissaient, mais pas davantage. Mais encore une fois, c'était pas les plus jeunes. Et je pense que ça, c'était aussi une enquête qui date de la fin des années 90 et qu'on pourrait dire les choses peut-être un petit peu différemment aujourd'hui. Je voulais aussi poser une question. Vous vouliez rebondir, je voulais aussi poser une question à Serge. Juste une toute petite chose. Je suis un tout petit peu... Donc je suis tout à fait vraiment en accord avec mes collègues. C'est le droit de pas l'être. Non, mais j'ai un petit désaccord, enfin une petite distance en tout cas, par rapport à la notion qui me semble un peu, de nouveau un peu dangereuse ou un petit peu dichotomique entre choix et non-choix. Oui, Hein, oui. parce que voilà, une solitude choisie, une solitude imposée, une solitude, un célibat choisi, un célibat voilà, non choisi, c'est aussi un peu réducteur dans la mesure où moi j'aime mieux l'idée d'un travail de phases différentes au cours de la vie, phases pendant lesquelles on modifie son rapport au fait de vivre seul ou non seul, au fait d'être célibataire ou non célibataire. Donc je me sens un petit peu plus proche, si vous voulez, de l'idée de, je ne sais plus comment vous l'avez nommé, mais de cette succession d'épisodes, et que la clé de ce changement de définition sur nos propres existences, eh ben, c'est vraiment un travail. Hein, c'est un travail de définition de soi et voilà, de trouvaille de cette possibilité ou de cette richesse de la solitude ou du célibat.